Chers amis, bienvenue à la première des 17 conférences et tables rondes qui vous sont proposées jusqu'au 13 juin à l'occasion du festival Viva Ici. Organisé en partenariat avec Viva Technologies, le plus grand événement européen dédié au numérique et à l'innovation, qui se tiendra à Porte de Versailles, notez-le, du 14 au 17 juin, la deuxième édition de Viva Ici réunit un casting de grande qualité. Ce sont plus d'une quinzaine de grandes entreprises de la ville, des grandes écoles comme la faculté de droit de la Cato de Lille, l'ICEP, le think tank InnoRecherche qui nous accueilleront, pour débattre avec vous des grands enjeux du numérique. On y évoquera l'incontournable intelligence artificielle, tous les matins à la radio et tout, on y va. Véritable fil rouge du festival pour les questions de droit, les questions d'éthique, mais aussi les nouveaux usages. On y parlera transition climatique avec les nouvelles mobilités ou l'éco-conception des sites Internet, innovation au service de l'expérience des téléspectateurs, financement des entreprises ou encore innovation pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le programme est dense avec notamment de nombreuses animations pour les enfants, les plus grands, au NIDA, dans le cœur de ville, au Temps des Cerises, au Fort ou encore à l'espace ludique Marcel Aimé. Je vous invite à les découvrir dans le programme de Viva Ici que vous retrouverez en point d'appui ou sur le site de la ville. Mais ce soir, j'ai demandé à Jérôme Billois de venir vous présenter son dernier ouvrage, Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale. S'il a le mérite d'habiter notre ville, il est surtout l'un des spécialistes français les plus réputés dans le domaine de la cybersécurité et de la confiance numérique. Jérôme Billois travaille en effet depuis plus de 20 ans dans ce domaine et il s'est aujourd'hui associé au sein du cabinet Wavestone sur ces questions. Il intervient devant de nombreux grands patrons pour les sensibiliser sur les risques encourus par leurs entreprises, les aider à définir une stratégie de cybersécurité, c'est, vous le savez, un sujet essentiel à l'ère numérique. Et à vous voir si nombreux, je comprends que ces questions soient une préoccupation importante pour tous. Vous avez tout à fait raison, car personne n'est à l'abri dans le cyberespace. Particuliers, entreprises, établissements hospitaliers, institutions, collectivités, tous font face à des risques inédits. C'est un risque qui touche évidemment les collectivités locales. Depuis 3 ans, on a recensé plus d'une trentaine de collectivités, rien qu'en Île-de-France, touchées par une cyberattaque, y compris près de chez nous, au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, au sein de Grand Paris Seine-Ouest ou Chaville. À Issy-Moulineaux, nous nous donnons les moyens, je dis ça avec précaution, pour protéger nos systèmes d'information avec le maximum d'efficacité possible. L'infogérance informatique qui gère nos réseaux, nos équipements, est une garantie supplémentaire de compétences techniques et opérationnelles. Nous avons subi de nombreuses tentatives d'intrusion que nos techniciens ont à chaque fois pu repousser. Nous ne baissons pas la garde car les conséquences sur la délivrance du service public sont importantes. Rappelez-vous par exemple comment une récente cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes a contraint son personnel médical à repasser au papier et à travailler à l'ancienne, générant une cascade d'annulations d'opérations, de transferts vers d'autres établissements hospitaliers. Dans un rapport sur l'attaque, l'hôpital estimait entre 12 et 18 mois le temps nécessaire pour reconstruire son système d'information pour un coût de plus de 4 millions d'euros, ce qui est colossal. Dans ces attaques, le maillon faible est très souvent une personne de l'organisation qui, par inadvertance ou méconnaissance, a cliqué sur un lien véreux, sans le savoir, a servi de cheval de Troie pour ouvrir les portes des systèmes d'information les mieux protégés. C'est pourquoi il est important de sensibiliser chacune d'entre nous, à être toujours vigilant et à tourner 2 ou 3 fois sa souris sur place avant de cliquer. Les questions de cybersécurité sont donc très importantes. Il faudra du temps pour acquérir les bons réflexes. C'est pourquoi nous vous proposerons une autre conférence animée par le général Marc Boget
commandant de la gendarmerie dans le cyberespace. Organisée par le comité Discimuno des Amis de la Gendarmerie, cette seconde conférence sur la cybercriminalité aura lieu mercredi 28 juin à 18h30 dans cette même salle. Elle se tiendra dans la continuité de celle de ce soir et vous permettra de prendre connaissance de la réponse opérationnelle des pouvoirs publics français, notamment de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, très active dans ce domaine puisqu'elle est dotée d'un commandement spécialement dédié au cyberespace. Merci, mais avant cela, la parole à Jérôme Billois. Bonsoir à tous, merci pour cette très gentille introduction. Donc effectivement, moi ce soir, je vais vous parler des cyberattaques, les dessous d'une menace mondiale en fait, et je vais en 30 minutes vous brosser un panorama en fait de ce qu'on voit aujourd'hui se dérouler sur Internet, en revenant un petit peu sur l'histoire et puis en se projetant également dans le futur. Donc beaucoup de ces éléments sont liés au livre que je viens justement de sortir et qui permettront de l'approfondir évidemment. Alors, en fait, les cyberattaques, je pense que ça a été très bien dit à l'instant, ça défraie la chronique, on le voit sans arrêt dans les différents médias. Ça peut générer aussi beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse vis-à-vis de ça. Et justement, l'objet de cette présentation, c'est aussi de vous expliquer qui est derrière, comment est-ce qu'ils font, comment on peut aussi s'en prémunir. Et donc, pour commencer, peut-être le premier des éléments, c'est de comprendre d'où c'est parti. D'où est-ce qu'elles viennent toutes ces cyberattaques? Quand est-ce que finalement c'est apparu? En fait, c'est apparu avec l'arrivée d'Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années justement 1950-1960, c'est à ces moments-là, on était en pleine guerre froide, que aux États-Unis en particulier, le gouvernement, le ministère des Armées ont beaucoup réfléchi à comment résister si jamais on avait une attaque nucléaire sur une portion du pays, comment est-ce que le pays pouvait continuer à fonctionner et les grandes institutions continuer à fonctionner. Ils se sont dit, il faut qu'on se mette en réseau, et il faut qu'on crée un réseau qui, si on en perd un morceau, puisse continuer à fonctionner. Et donc ça, c'était le prémisse d'Internet qu'on appelait ARPANET. Et finalement, ce réseau a commencé à fonctionner. Et dès qu'il a fonctionné, dès qu'il y a eu plusieurs milliers d'utilisateurs, on a vu apparaître des premiers usages un peu déviants. Et on a vu à partir des années 1980-1990 des personnes qui ont commencé à essayer de jouer avec les systèmes, essayer vraiment de les pousser un peu dans leur retranchement, dans une logique vraiment autour du défi, en disant mais si ça marche comme ça, est-ce que je ne peux pas le faire comme ça? Est-ce que je ne peux pas essayer de contourner un peu les règles pour voir comment est-ce que le système réagirait? Et donc au début, on était vraiment dans cette logique de jeu. Puis il y a eu un premier événement qui a eu lieu en 1988, avec la première, entre guillemets, une des toutes premières cyberattaques, qui était finalement l'objet d'un étudiant dans une université américaine, l'université de Cornell, qui s'est dit, mais Internet, ça commence à se structurer, il y a plein d'ordinateurs, je ne sais pas aujourd'hui dire qui est connecté, combien il y en a, où est-ce que c'est. Alors je vais écrire un petit programme qui va justement aller d'ordinateur en ordinateur pour essayer de faire l'inventaire d'Internet. Et donc il a commencé comme ça, et puis malheureusement, son programme, il en a perdu le contrôle, et son programme s'est répandu à toute vitesse, et s'est répandu dans tous les ordinateurs qui étaient déjà connectés, alors on parle de quelques milliers à l'époque, et les a fait dysfonctionner. Et il y a à peu près 10% du réseau à l'époque qui justement s'est mis à dysfonctionner à cause de cette tentative qu'on considère comme une des premières cyberattaques. Ça a d'ailleurs été un des premiers cyber-condamnés, parce qu'il a quand même fait 3 ans derrière les barreaux pour cet acte qui à la base n'était pas un acte malveillant comme on les voit malheureusement trop souvent aujourd'hui. Et c'est là où on a appelé un peu la fin de l'innocence, parce que d'un seul coup on s'est rendu compte que ces réseaux, finalement, ils pouvaient être détournés et ils pouvaient se mettre à dysfonctionner à cause d'attaques. Mais là où ça a vraiment connu une ampleur incroyable, c'est le début des années 2000. Est-ce que si je vous dis le virus I Love You, est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, je vois des têtes qui hochent parce que c'est le premier virus vraiment médiatique, celui qui a fait la une des 20 heures sur l'ensemble des chaînes. Finalement, c'est aussi le premier des virus qui joue sur un facteur clé, c'est le facteur humain. Pourquoi? Parce que ce virus, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait un email vide, avec juste une pièce jointe, un fichier qui disait « I love you ». Et on le recevait de quelqu'un qu'on connaissait. Alors évidemment, on se dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Donc qu'est-ce qu'on fait? On double-clique dessus. Et là, malheureusement, qu'est-ce que faisait ce virus? Il prenait le contrôle de l'ordinateur, il prenait tout le carnet d'adresses,
et il renvoyait le même message à tous les autres correspondants que vous aviez dans votre carnet d'adresses. Et donc là, croissance exponentielle, des milliers d'ordinateurs touchés dans le monde, des millions même. Les sites, la campagne de George Bush à l'époque avait été désorganisée à cause de ça. Des ministères américains aussi. En France, ça avait fait beaucoup de dégâts. Le dégât total avait été chiffré à 10 milliards de dollars à l'époque. Donc c'était quand même déjà énorme, alors qu'on était au tout début des années 2000. Et on était sur un virus qui finalement ne faisait qu'une seule chose, c'était saturer les réseaux, désorganiser le fonctionnement finalement des systèmes numériques. Ça a été un révélateur fort aussi. Et des années 2000 aux années 2010, on a connu beaucoup d'attaques comme ça. Peut-être que certains se souviennent, c'est un peu plus technique, des vers qui s'appelaient Blaster, Sasser, peut-être que vous les avez connus dans vos entreprises. À l'époque, ça faisait tomber les réseaux, ça ne marchait plus, tout simplement. Et on est allé comme ça, avec une prise de conscience progressive jusqu'aux années 2010. Et au début des années 2010, on a vraiment eu un événement déclencheur qui a complètement changé la dimension des cyberattaques. C'est l'attaque qu'on a nommée Stuxnet. Cette attaque, c'est une attaque qui a été organisée, en tout cas elle a été attribuée comme ça, par les États-Unis et par Israël, dans l'objectif de faire dérailler le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Donc là, vous voyez qu'on change complètement de logique. On est en train, avant des petits mails pour bloquer des systèmes, là, on veut aller faire déraper le processus d'enrichissement de l'uranium. Et ça a marché, parce que finalement, ils ont réussi à faire un virus qui, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais l'enrichissement d'uranium, ça repose sur le principe d'avoir des centrifugeuses qui tournent, et finalement, qui, en prenant la matière, là, on enchaîne des réactions physiques. Ce qu'ils ont fait, c'est que grâce à ce virus, ils ont réussi à faire tourner les machines plus vite, sans que le compteur de la machine qui disait à combien ça tourne, en laissant des fausses valeurs. Et donc finalement, ça a entraîné petit à petit la destruction du matériel. Et là, on a changé complètement de dimension, parce qu'on est sur la première cyberattaque qui sort du numérique et qui a un effet dans le monde physique. Et là, ça a vraiment été un révélateur, ça a mobilisé énormément les gouvernements, ça a mobilisé tous les ministères des armées, les services de renseignement, toute la sphère du numérique, toute la sphère étatique, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec un acte numérique, on pouvait avoir un effet dans le monde physique. C'était présupposé, mais ça n'avait jamais été aussi démontré aussi fortement, et ça a vraiment été un électrochoc. Et alors il y a eu beaucoup d'autres histoires que vous pourrez retrouver dans le livre, je vous ai mis les quelques extraits, tout le livre est vraiment basé sur ces explications et plein d'histoires réelles. Donc là on est au début des années 2010, et là ça a été crescendo. Ça a été crescendo avec de très nombreuses attaques. Vous l'avez vu, ça a été cité sur finalement les collectivités locales, les banques, les industries, etc. À tel point que finalement aujourd'hui on a même du mal à prendre du recul. Je trouve même qu'il y en a même trop dans l'actualité. On ne sait plus finalement de quoi on doit se protéger et de qui on doit se protéger. Et donc la bonne manière de faire, c'est finalement aussi de regarder qui sont les cyberattaquants. Et là d'un seul coup ça se simplifie. Parce que de dizaines de méthodes d'attaque, de centaines de cas d'attaque, on peut revenir à 3 grandes familles d'attaquants. Et on peut se dire à titre individuel, ou au titre d'une entreprise, d'une organisation publique, qui peut m'attaquer et pourquoi. Alors, ces 3 grands attaquants, je vais vous les présenter là, ça vous permettra aussi de vous projeter, vous, dans ce qui vous concerne. Le premier groupe d'attaquants, c'est ceux qu'on appelle les activistes. Ils agissent par motivation idéologique. En fait, ils font des cyberattaques parce qu'ils veulent défendre une cause ou dénoncer quelque chose. L'image qu'on associe souvent aux activistes, c'est l'image du moustique, comme vous pouvez le voir là sur le slide, sur le transparent, parce que, de manière générale, vous avez une attaque d'un activiste, il va venir vous piquer, entre guillemets, ça va vous gratter 3 jours, et puis au bout de 3 jours, vous oubliez. Voilà. Donc c'est souvent des attaques qui sont quand même de faible intensité, de faible impact. Mais, vous le savez comme moi, les moustiques, ça peut aussi donner des maladies graves, et il y a quelques attaques d'activistes qui peuvent vraiment réussir. Alors ces activistes, en fait, ce sont des groupes de personnes qui s'auto-structurent, qui finalement se mobilisent, souvent sur des forums sur Internet, qui vont d'un seul coup prendre une cause et vouloir la défendre, et donc ils vont être dans une logique sans vraiment avoir de chef, sans vraiment avoir d'organisation. C'est très très souple, très très léger comme organisation. Alors, si je vous dis activiste, je pense que le premier des groupes auquel vous penserez peut-être, c'est le groupe Anonymous. C'est quand même le groupe le plus emblématique. Vous avez donc ici le fameux masque de Guy Fawkes, qui est leur emblème, et celle qu'on a vu arriver dans l'actualité.
faut savoir que ce groupe, en fait, il s'est créé sur un forum qui s'appelait 4chan aux États-Unis et qui était un forum où la liberté d'expression était très ouverte et donc où les gens ont commencé à se mobiliser. Ça s'est fait à peu près entre 2003 et 2007, c'était un cycle assez long. Et à partir de 2008, ils ont décidé de faire une action qui les a fait connaître, c'était attaquer l'église de Scientologie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme attaque? Ils ont fait des choses qui étaient finalement pas très dangereuses, graves pour l'église de Scientologie, mais qui les a énormément désorganisées. Typiquement, ils ont bloqué les sites web, ils ont saturé la messagerie, et même ils envoyaient des fax sans arrêt, alors c'était encore où l'époque le fax voulait dire quelque chose, intégralement noir pour utiliser toutes les cartouches et que les fax ne fonctionnent plus. Donc des fois c'est même à l'échelle de la blague ce qu'ils font. Mais en tout cas ils sont là pour passer des messages forts. Et donc ces messages répercutés ensuite par les médias, comme vous avez certainement pu le voir. Donc les activistes, ils touchent quand même assez peu les particuliers. Ça peut arriver parfois, mais c'est quand même assez rare, ils vont plutôt toucher les organisations. Le deuxième grand groupe d'attaquants, c'est les États. Et finalement, les États, aujourd'hui, sont tous actifs dans le cyberespace. Alors là, on a plutôt l'image du marteau et de la seringue. Le marteau, pourquoi? C'est parce que les États n'hésitent pas à faire des attaques destructives. Alors, je vous citais les États-Unis qui ont fait une attaque destructive en Iran, mais il faut voir que l'inverse est vrai aussi. Hein. On a vu des attaques destructives, typiquement, vous en souvenez peut-être, la chaîne de télé TV5 Monde, dont la diffusion a été arrêtée en France pendant plusieurs jours, du fait d'une attaque qui a été attribuée par différents gouvernements à la Russie. Donc on voit qu'on est vraiment dans un jeu, et je vais revenir sur l'Ukraine, parce que c'est évidemment un des gros sujets du conflit qu'on connaît aujourd'hui, mais on est voilà, dans ce jeu potentiellement des attaques destructives. Mais il y a un deuxième aspect dans les attaques venant des gouvernements, c'est la seringue. La seringue, c'est l'attaque en espionnage, où finalement ils vont être capables de cibler très précisément une personne, une organisation, un type de données. Ils vont attaquer, ils vont piquer, il y aura juste un petit point rouge, et si vous n'êtes pas extrêmement attentif, vous ne verrez certainement jamais cette attaque. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une arme de prédilection pour les services de renseignement. C'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup moins dangereux, finalement, que de faire des opérations d'espionnage à l'ancienne, où on essaye de s'infiltrer dans un bâtiment ou dans une organisation, ou faire recruter des fausses personnes. Là, on peut faire ça à distance. C'est extrêmement difficile à attribuer une cyberattaque, parce qu'évidemment, les gouvernements savent rebondir de pays en pays, masquer leurs traces, voilà, troubler les pistes. Et donc, ils le font à foison, y compris la France, d'ailleurs. Hein, la France a une doctrine d'engagement offensif dans le cyberespace. Et vous vous souvenez peut-être aussi de l'affaire Snowden. L'affaire Snowden avait révélé un document que moi j'avais trouvé particulièrement intéressant, c'était quels sont les pays qui sont le plus craints par les États-Unis dans le cyberespace. Et bien en 5e position, il y avait la France. Et vous voyez quand même que la France fait peur aux États-Unis en termes de cyber. Ce qu'il faut voir dans les États, c'est qu'il y a aussi un énorme pan qui s'est ouvert ces dernières années, c'est protéger nos opérations militaires. S'assurer que la cybersécurité, des missiles, des véhicules qu'on peut voir déployés actuellement dans le conflit, etc., aussi ne fait pas l'objet de cyberattaques et ça consomme énormément d'énergie parce qu'on voit que les attaques pourraient même aller jusqu'à faire dérailler nos mécanismes de défense. Voilà. Et je dirais, ce qu'on voit le plus aujourd'hui dans ce domaine militaire, c'est évidemment le conflit Russie-Ukraine. Alors il y a un pan évidemment extrêmement douloureux et triste sur le volet physique, mais qui s'étend aussi dans le domaine du cyberespace avec de très nombreuses opérations qui ont touché l'Ukraine, par exemple pour couper l'électricité à distance, par exemple pour interrompre les systèmes de télécommunication. Et pendant plusieurs années, l'Ukraine a été le terrain d'entraînement finalement de la Russie pour des cyberattaques, à peu près entre on va dire 2011-2012 jusqu'au déclenchement du conflit, où là ils ont pu sortir l'artillerie lourde sur ces attaques destructives qui ont déstabilisé plusieurs organisations ukrainiennes. Heureusement l'Ukraine finalement a aussi beaucoup de compétences en cyber et ont réussi à repousser la plupart de ces attaques. Et on voit finalement que le conflit qui était très équilibré, conventionnel et cyber, finalement au fil du temps, s'est un peu ralenti sur le volet cyber. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a une dimension très très forte aussi sur ce volet-là. Troisième type d'attaquant, et c'est peut-être celui-là qui, en tant que particulier, dans notre vie de tous les jours, nous concerne le plus, c'est les cybercriminels. Alors là, les cybercriminels, c'est simple, ils agissent pour gagner de l'argent. Voilà. C'est même des fois la délinquance d'Internet ou de la criminalité de haut vol sur Internet.
Il y a énormément de menaces qui touchent les particuliers. Je n'ai même pas besoin de faire un sondage. Qui un jour a reçu un mail, un phishing dans sa boîte mail qui lui demandait d'entrer en urgence son numéro de carte de crédit, ou qui n'a pas reçu le fameux SMS avec le colis, qu'il faut absolument payer 3 € pour le récupérer. Voilà, c'est ça leur moyen d'attaque sur les particuliers. Et souvent, et même quasiment dans 99% des cas, tout ce qui vous est annoncé est complètement faux. Et il y a un cas emblématique qui est intéressant, c'est celui qui est suite à l'arrestation d'un Français qui habitait en Ukraine, justement, en 2019. Il envoyait des dizaines de mails en disant « J'ai pris le contrôle de votre ordinateur, j'ai activé la webcam et je vous ai vu aller sur des sites où vous n'auriez pas dû aller et j'ai gardé une vidéo de tout ça et je vais dénoncer ce que vous faites sur votre ordinateur et tout votre carnet d'adresses le verra. » Plusieurs centaines de milliers d'emails envoyés comme ça par cette personne qui s'est fait attraper par la police quand il est revenu en France, qui a fait plus de 30 000 victimes et qui, en faisant ça, a gagné 20 000 €. Voilà, en tout cas, c'est lui qui le dit. Donc, vous voyez, c'est vraiment gagne petit, entre guillemets. Par contre, ça a stressé des centaines de milliers de personnes qui ont reçu ces mails, parce que bien souvent aujourd'hui, quand on reçoit un mail dans notre boîte, il y a une espèce de confiance naturelle. On a l'impression que tout ce qu'on reçoit dans notre boîte email, c'est forcément vrai. Autant on a su développer, je pense, dans le monde physique, on voit toutes les pubs qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, on les prend et on les jette. Autant dans le monde numérique, souvent, on va faire plus confiance. Donc ça, c'est vraiment là-dessus que jouent beaucoup les cybercriminels. Et les cybercriminels, au-delà de cette petite délinquance, ils sont organisés en vraies mafias. Aujourd'hui, il y a des groupes de cybercriminels qui sont des vrais PME du cybercrime, qui vont être capables de monter des équipes avec 60-70 personnes qui vont se spécialiser en particulier dans les attaques par rançongiciel. Vous l'avez vu partout dans les médias. Une attaque, je rentre dans une entreprise ou une organisation publique, comme on l'évoquait, je bloque tout, et puis je vais demander de l'argent pour à la fois débloquer et puis promettre de ne pas révéler les données. Donc ça, c'est ce qu'on voit vraiment quasiment toutes les semaines. Et c'est devenu une vraie industrie, quelque part, du cybercrime, avec des vrais groupes organisés qui sont structurés avec des services recrutement, avec des services négociation, parce qu'il faut aussi arriver à négocier cette fameuse rançon, avec des services techniques qui développent des outils qui permettent d'entrer en profondeur dans les systèmes. Et là, pour les entreprises et les organisations publiques, ça a été un vrai challenge que d'arriver à monter le niveau de jeu, monter le niveau de cybersécurité pour ne pas être des cibles faciles. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, vu que les entreprises payent moins, les attaquants passent dans une deuxième dimension, et c'est celle que j'évoque ici, ce qui a touché une clinique psychiatrique dans les pays nordiques. Les cybercriminels ont réussi à rentrer dans le système de cette clinique et à voler les dossiers des patients. Mais finalement, la clinique ne cède pas à la rançon. Elle dit non, on ne paiera pas, on assume, etc. Mais qu'est-ce qu'ont fait ensuite les cybercriminels? Ils ont contacté les patients un par un, parce qu'ils avaient les emails, ils étaient dans les dossiers médicaux. Et ils leur ont dit, si vous ne payez pas 200 $ à titre individuel, eh bien je vais révéler vos données. Voilà. Et donc on voit qu'ils cherchent quand même à maximiser quelque part ce gain d'argent. Voilà, là il y a une vraie tendance très très lourde, très très forte, et je suis sûr que Marc Boget aura l'occasion d'en reparler, parce qu'on en parle souvent ensemble, et c'est quelque chose sur lequel la gendarmerie aussi a énormément investi, je vais y revenir. Voilà, ça c'était le côté un peu sombre de l'histoire, un peu le côté justement cyberattaque, et vous le verrez dans le livre. Ce livre, il a une couverture rouge qui traite de toutes les attaques. Mais ce que je voulais aussi évoquer avec vous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que du désespoir. Il y a des choses à faire, il y a derrière plein de choses à construire et savoir comment se défendre. Et finalement, vous le verrez aussi, le livre a une partie bleue. Et dans le langage habituel des gens de la cybersécurité, on a la Red Team, celle qui attaque, et puis on a la Blue Team, celle qui défend. Et ça a été une volonté forte avec l'éditeur Hachette que d'arriver justement aussi à donner des réponses pour se défendre, et finalement que cette cybersécurité ne bloque pas l'usage du numérique, parce qu'on est vraiment sur un usage qui est aujourd'hui extrêmement bénéfique. Il ne faut pas que ça fasse peur, il ne faut pas que ça stoppe la transformation numérique, il faut se donner les moyens justement d'avoir confiance. Alors justement, comment se protéger au quotidien? Je pense qu'on pourrait y passer 3 jours. Je vais vous passer quelques messages qui sont pour moi les plus importants, que vous pouvez justement appliquer, vous, au quotidien. Le premier des éléments, c'est agir en amont. Et c'est finalement être très attentif à sa messagerie électronique. C'est le canal numéro 1 d'arrivée des cyberattaques. Et comme je disais tout à l'heure, avec les SMS, avec ces fameux emails, par défaut, il ne faut pas les croire. Dès que finalement on va recevoir quelque chose
on a le conseil classique, vous vous en souvenez, je suis sûr que vous l'avez tous entendu, ici attention, il y a des fautes d'orthographe, la mise en page elle est moins bonne, etc. De plus en plus, les cybercriminels font des efforts, ils sont aidés aussi par pas mal de systèmes d'intelligence artificielle qui se sont développés, qui les aident à de plus en plus écrire des choses qui sont bien écrites. Donc il faut plutôt être attentif à, est-ce qu'on me demande d'agir vite? Est-ce que c'est quelque chose d'inattendu? Si vous répondez oui à ces deux questions-là, c'est qu'il y a potentiellement un souci. Et donc, le bon réflexe à avoir, c'est pas d'essayer de cliquer ou de rappeler avec ce qu'on vous met dans le message. C'est de contacter l'organisme prétendument qui vous contacte par un canal alternatif, classique. Par exemple, votre banque, vous appelez votre conseiller bancaire que vous connaissez depuis longtemps. Par exemple, Chronopost, pour une arnaque au colis, vous contactez le service client de Chronopost avec le numéro que vous trouvez sur le site web. Si vous avez un doute, pour ne pas tomber finalement dans le piège de ces attaques qui sont de mieux en mieux construites. Deuxième élément, c'est les mises à jour. Alors oui, c'est embêtant, oui, sans arrêt, on nous dit qu'il faut mettre à jour, etc. Mais allez, 50-60% de ces mises à jour, c'est uniquement pour des raisons de sécurité. Et si on ne le met pas, c'est comme si on laissait la porte ouverte de sa maison et finalement qu'on donne l'accès à son monde numérique de manière simple. Et puis le troisième point, c'est ce que j'ai appelé l'identité numérique. Le vrai sujet, c'est les mots de passe. La plaie numéro 1 d'Internet, les mots de passe, parce qu'on en a trop, parce qu'on nous dit de les changer tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'on en crée un sur des sites web, il faut qu'il soit long comme ça, carré comme ça, et c'est une vraie plaie. Donc là, il y a quand même une stratégie à avoir en se disant mais qu'est-ce qui est vraiment important? Et en fait, ce qui est vraiment important, on n'y pense pas souvent, mais c'est avant tout votre boîte aux lettres, votre boîte email. Pourquoi? Parce que même si à un moment vous perdez un mot de passe, etc., vous allez cliquer sur « j'ai perdu mon mot de passe » et on va vous renvoyer un email. Et en fait, la personne qui a accès à votre boîte mail, elle a accès à tous vos autres comptes partout. Donc le plus important, c'est la boîte mail sur laquelle on peut activer. Là, on peut mettre un mot de passe solide, puis on peut activer, vous savez, le petit message qu'on reçoit, en plus un petit SMS à chaque fois qu'on va se connecter. Ça, c'est vraiment la clé de voûte, finalement, de votre protection numérique, avec aussi le mot de passe de votre site bancaire et tout ce qui est relatif à la santé. On me dit souvent, là, j'ai peur de me faire pirater ma carte bancaire. C'est vrai, mais en France, on est bien protégé. Si on se fait pirater sa carte bancaire, on peut aller à la banque, on le signale. Très souvent, la banque va couvrir les frais et va vous renvoyer une carte sous 48 heures. Donc c'est une perte de temps, mais c'est la plupart du temps pas une perte d'argent. Par contre, vos données de santé, le jour où le fait que vous ayez telle ou telle maladie, que vous ayez tel ou tel traitement, etc., si ça sort, plus jamais vous ne pourrez revenir en arrière, plus jamais vous pouvez récupérer cette information et éviter qu'elle soit connue. Donc finalement, les données de santé, on en parle peu, mais c'est quand même une des données les plus sensibles. Donc là, à nouveau, c'est là où finalement il faut mettre les mots de passe les plus sensibles. Et pour tout le reste, il y a des solutions, il y a les coffres-forts de mots de passe où vous pouvez facilement créer plein de mots de passe et puis vous avez un petit logiciel sur votre téléphone qui va vous aider à les remplir. Je suis sûr que vous l'avez tous vu avec vos navigateurs qui le proposent aussi. Ou même moi, ce que je fais, la plupart du temps, je mets un mot de passe que j'oublie, enfin je mets n'importe quoi juste pour passer finalement la première barrière de validation du site. Et puis j'utilise le lien « j'ai perdu mon mot de passe » et je le recrée hyper rapidement, ça prend 1 minute. Et c'est moins dangereux, en tout cas, que de mettre le même mot de passe sur tous les sites, parce que s'il y en a un qui tombe, effet domino, d'un seul coup, tous les autres sites vont tomber. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez un peu ces 3 réflexes-là à mettre en œuvre en amont, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et puis ensuite, au quotidien, il faut éviter les usages à risque, évidemment. Je ne sais pas si vous avez des adolescents à la maison, mais le piratage de films, de musique ou de jeux vidéo est quand même une des sources numéro 1 aussi du piratage des ordinateurs. Évidemment, il faut contrôler, limiter tout ce qu'on partage. Et puis, il faut aussi, quelque part, se préparer au pire et surtout sauvegarder ces données. Donc, les sauvegarder soit sur Internet, ailleurs que sur vos comptes principaux, soit sur des disques durs externes, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses qui n'existent plus que dans l'espace numérique. Pareil, il faut regarder quelles données on sauvegarde, mais typiquement, ce que vous n'arriverez jamais à recréer, souvent, c'est les photos. Finalement, il y a plein de documents qu'on peut redemander à des organismes, etc. Ça prend beaucoup de temps. Mais ces photos, aujourd'hui, c'est nos souvenirs et ils sont extrêmement numériques. Et si on les perd, là, personne ne peut nous les renvoyer. Donc ça, voilà, à titre personnel, c'est quelque chose que je vous conseille d'être particulièrement attentif. Et puis en cas de souci, il y a un réflexe. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est le site cybermalveillance.gouv.fr qui est vraiment le site, le portail d'entrée du gouvernement,
qui pour le coup va vraiment vous guider, vous aider le jour où vous avez un problème, vous décrivez le problème que vous avez et ça vous emmène vers des solutions qui peuvent être le dépôt de plainte, qui peuvent être aussi des prestataires qui peuvent vous aider dans la région, etc. Ils ont créé un annuaire de tas de gens dans la région qui peuvent aider. Voilà, donc à titre individuel, c'est vraiment les bons réflexes. Je vois l'heure qui tourne, je vais vous passer les réflexes sur les entreprises. Je vais juste vous faire un message avant d'aller sur la conclusion. C'est qu'aujourd'hui, on a l'image de la cybersécurité comme la personne avec le pull à capuche qui est dans sa cave et qui finalement est dans un monde numérique fermé, etc. Alors qu'en fait non, la cybersécurité c'est plein de métiers passionnants et plein de métiers où il y a énormément d'avenir. Et je ne sais pas si vous saviez avant de venir ce soir les différents métiers que vous voyez ici sur le transparent. Par exemple, on a des journalistes spécialisés en cyber, on a des avocats spécialisés en cyber, il y a des policiers spécialisés en cyber et des gendarmes, il y en a un qui sera rencontré dans pas longtemps. Il y a même des diplomates aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères spécialisés en cyber. Et il y a évidemment tous les gens qui y travaillent dans les différentes administrations ou les différentes grandes entreprises. C'est des métiers passionnants, c'est des métiers plein d'avenir, c'est des métiers en manque crucial aujourd'hui. Il y a plus de 15 000 postes ouverts en France, on n'arrive pas à recruter, donc je suis sûr que vous avez tous des connaissances, des enfants, des petits-enfants, etc. Il faut leur dire de regarder ces métiers-là, parce qu'on en aura besoin pour le futur du numérique, et pour le coup ils ont un avenir garanti. Alors justement je vais conclure sur le futur de la menace, le futur de la réponse. Finalement, on a réalisé une étude que je vous invite à regarder aussi qui s'appelle Horizon 2030 et qui est décrite aussi dans le livre, où on décrit plein de futurs et on regarde quelles sont les conséquences. Et en fait, on voit quand même un futur qui, lui, va être hyper connecté, un futur qui peut être aussi hyper cloisonné. Je pense que vous l'avez vu avec les tensions avec la Chine, les tensions avec la Russie, tout ça, et la demande européenne aussi d'avoir toutes les données chez nous, la souveraineté, la manière dont les États-Unis poussent, tout ça nous amène aussi à un monde qui, sur le volet numérique, peut être extrêmement cloisonné et découplé. Donc tous ces futurs-là, des futurs très connectés, cloisonnés, très régulés, tout ça va s'entremêler. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a plusieurs priorités dans le futur pour gérer toutes ces cybermenaces. C'est des priorités qui sont partagées aussi à l'ensemble des acteurs de la cyber, qu'ils soient privés, publics, à l'échelle de l'État. Ce qui va être important, c'est déjà de redonner le contrôle. Je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui, mais il y a quand même de manière générale le sentiment qu'on a perdu le contrôle sur ces données. On ne sait jamais où elles sont, on ne sait jamais qui les a. Et tout ça crée un peu un sentiment de défiance aussi. Et donc on pense que dans le futur, ce sera important d'arriver à redonner le contrôle aux utilisateurs. L'autre point, c'est d'augmenter la sécurité par défaut. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que tout ce qu'on achète, ce n'est pas assez sécurisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'automobile dans les années 70, 1960, 1970, les ceintures de sécurité, c'était en option. Moi, je me souviens que mon père avait essayé d'aller au garage pour faire monter des ceintures de sécurité dans la voiture. Il avait dû laisser la voiture 2 jours, trouver la personne qui arrivait à monter la ceinture, etc. etc. Dans le numérique, on en est au même état. C'est-à-dire que si vous voulez mettre de la cybersécurité, il faut acheter un antivirus. Il faut acheter quelque chose en plus. Il faut mettre quelque chose en plus. C'est pas normal. Ça devrait être complètement intégré par défaut. Et là, l'Europe va nous aider. Il y a un texte qui s'appelle le Cyber Resilience Act, qui est quasiment en fin de discussion, qui va imposer un niveau minimum de cybersécurité pour tout ce qu'on va acheter, à l'échelle des particuliers, à l'échelle des entreprises et même pour les secteurs les plus critiques. Donc ça avance bien, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça prend du temps. Il y a un autre sujet sur lequel il faut absolument qu'on avance, c'est mettre fin à l'impunité des cybercriminels. Aujourd'hui, c'est trop facile d'être un cybercriminel. Quand on analyse les taux de rentabilité typiquement des cybercriminels, on voit qu'on est sur des rentabilités de l'ordre de 600 à 800%, ce qui est absolument incroyable. Finalement, aujourd'hui, faire une cyberattaque, ça coûte très peu cher, ça rapporte énormément, et donc ça génère un flux de cybercriminels sans arrêt qui voit du gain facile. Alors, je ne vous dis pas ça pour que vous vous lanciez dans une activité en parallèle pour faire de la cybercriminalité, parce que ça reste quand même répréhensible, mais malheureusement, il y a tout un tas de pays où la réglementation n'est pas au niveau, où les coopérations internationales ne sont pas assez développées et où on a des écosystèmes de cybercriminels qui sont clairement en croissance très très forte. Voilà, et
Le point d'après, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je sais que c'est le thème de la semaine de Viva ici, c'est un thème qui, vous l'avez vu aussi, a complètement défrayé la chronique. Et l'intelligence artificielle, pour la cybersécurité, elle va jouer un rôle énorme. Et finalement, un rôle sous deux axes. Déjà, l'intelligence artificielle, il va falloir la sécuriser. Parce que finalement, il y a des nouvelles attaques qui arrivent sur l'intelligence artificielle. Peut-être vous êtes utilisateur de ChatGPT, peut-être que vous utilisez vous-même certains systèmes d'intelligence artificielle, et on voit des gens qui commencent à essayer de le détourner, qui essayent de lui tirer un peu les vers du nez. C'est un des axes d'attaque qu'on teste aujourd'hui sur les systèmes d'intelligence artificielle. Par exemple, je sais pas, vous allez sur un site de commerce en ligne, vous achetez quelque chose, vous allez poser des questions. Est-ce que cet objet marche bien? Qu'en ont pensé les autres clients? Est-ce que pour mon cas particulier, ça marche? Mais il y a déjà des gens qui essayent de taper la demande, mais quel est le numéro de carte bancaire du dernier client? Et si rien n'a été mis dans le système d'intelligence artificielle, vu qu'il est là pour vous aider au maximum, il va peut-être répondre. Et il va peut-être vous donner le numéro de carte bancaire du client précédent. Donc c'est ça qu'il faut intégrer aujourd'hui dans la conception de ces systèmes pour éviter qu'à un moment on puisse aussi les détourner. Donc là il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont en cours là-dessus pour justement apprendre. Vous savez, ces systèmes-là, on leur apprend finalement à fonctionner. Il faut aussi leur apprendre la cybersécurité et ça c'est l'objet de beaucoup de travaux. Et puis la cybersécurité, l'intelligence artificielle, on va aussi en avoir besoin en cybersécurité. Pourquoi? Parce que les attaques, elles vont trop vite aujourd'hui. Je peux vous citer un cas. J'ai un client un responsable cybersécurité d'une grande entreprise qui aime bien la natation. Et donc, à midi, il va faire son kilomètre 5 de natation. Il se met dans l'eau à 13h, il sort à 14h. Il prend son téléphone, et là, son téléphone, il y avait des centaines d'appels en absence, des messages dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'était passé? Juste pendant le temps qu'il nageait, son entreprise avait été attaquée et 65 000 ordinateurs avaient été détruits en même pas une heure. Donc on voit bien que l'attaque va à une vitesse démentielle et qu'on ne peut pas rester à la vitesse de l'humain. On ne peut pas demander à quelqu'un de réagir aussi vite. On peut avoir des gens 24/7 qui surveillent ce qui se passe. Et il y en a dans les grandes entreprises. C'est un métier d'ailleurs passionnant d'arriver à suivre les attaques et les contrer quasiment en temps réel. Mais vu la vitesse à laquelle ça va, à un moment, on va aussi avoir besoin, dans nos métiers de la cybersécurité, de cette intelligence artificielle pour que la défense, quelque part, aille aussi à la vitesse de l'attaque. Donc ça va vraiment être un challenge qui nous occupe déjà aujourd'hui, mais qui pour le futur sera important. Et puis le dernier des challenges, c'est attirer des nouveaux talents. Je l'évoquais tout à l'heure. On en a besoin aujourd'hui et on ne pourra pas aller justement aussi vite que les cybercriminels et aussi bien que les cybercriminels si on n'a pas plus de talent dans le numérique au sens large, mais aussi dans ces métiers de la cybersécurité qui sont des métiers passionnants. Donc voilà pour ce petit exposé. J'ai laissé plein de sujets ouverts, je vous ai remis les grands points qu'on a évoqués ici et je suis complètement à votre disposition si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez échanger. Merci. Question. C'est ça là. La photo qu'on prend là, c'est pour qui? C'est pour toi? Oui. Oui. Bonsoir. Deux points d'intervention. Ah bah parfait. Bonsoir. 2 points d'intervention. Le premier sur les cartes bancaires. Vous n'avez pas mentionné des possibilités toutes simples que chacun d'entre nous peut avoir via les applications de nos banques respectives, qui à peu près toutes fournissent ça, c'est de bloquer les paiements Internet. Premier point. Et deuxième point, la création de ce qu'on appelle des e-cartes, oui, qui sont des numéros fictifs à usage unique et qui peuvent permettre de pallier à tout risque sur le e-commerce. Parce qu'il faut bien savoir que des sites comme Amazon, Uber et compagnie exigent de garder en mémoire nos numéros de carte bancaire et ne les sécurisent pas. Il y a eu une attaque chez Uber il y a 2 ans. Ils se sont fait pirater 16 millions de comptes. Ils n'ont rien dit à personne. Oui, et les clients ont été débités. Et les banques deviennent assez frileuses en ce moment pour rembourser les clients. Il y a d'ailleurs un point quand même important à ce sujet-là. Deuxième point sur lequel je souhaitais intervenir, je vais être très bref pour laisser la parole aux autres, c'est la sécurisation de nos données.
nos données sont piratées à longueur de temps par Google, Amazon, Facebook et compagnie, principalement les GAFAM, qui les stockent aux États-Unis et qui, de ce fait, sont en toute impunité puisqu'ils ne dépendent pas de la loi française. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Quelles sont les instances qui travaillent là-dessus? Quelles sont les voies de progrès qu'on peut espérer? Sachant par ailleurs, et vous n'en avez pas parlé, que, et je ne sais pas dans quel ordre vous le classez, je veux parler du logiciel Pegasus. Et que, j'ai failli en parler. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Il se trouve qu'Israël est un pays allié de la France, mais qu'il espionne allègrement tout le monde à travers ce logiciel, y compris des hauts politiques français. Donc qu'est-ce qu'on fait contre ça? Alors, 3 points. Les cartes bancaires, ce que vous avez dit, c'est des bonnes idées. Bloquer les paiements par Internet, si vous le craignez, oui. Les e-cartes, ça marche bien aussi maintenant, c'est accepté de plus en plus, donc ça, oui, pas de souci. Après, le stockage des cartes, suivant les réglementations, etc., c'est plus ou moins exigé. Normalement, si les sites respectent la loi française, vous n'êtes pas obligé de les stocker. Voilà. Le deuxième point, je ne sais pas si le monsieur écoute par avance, mais voilà. Deuxième point sur les GAFAM, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser légalement le terme pirater, qui a quand même une définition légale précise, et il y a beaucoup de débats sur la protection de nos données à caractère personnel et le respect du règlement européen. Le piratage commence quand on prend mes données à mon insu. Alors, le piratage a une définition dans le code pénal qui date de la loi de Godfrey de 83, et on pourrait en parler longtemps. Il y a effectivement une zone sur la manière dont les données vont justement être utilisées, une zone grise, une zone sur laquelle ça avance quand même. Et je serais quand même un peu plus positif que vous sur le volet réglementaire, parce qu'on a le règlement européen, GDPR, qui nous protège d'une certaine manière. Et je pense que vous l'avez vu dans l'actualité, les amendes commencent à monter en puissance. Donc il y a eu beaucoup de malfaçons, il y a eu beaucoup de mauvais usages. Oui, ça c'est clair. Maintenant, la situation évolue trop doucement. Là, je suis d'accord avec vous. Et il faut clairement que cette situation, elle se normalise au fil du temps. Mais on a une forme, nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs au quotidien, de paradoxe, finalement, dans ce qu'on fait. Parce que énormément de gens, finalement, se plaignent de ça, le craignent, et en même temps, énormément de gens aussi continuent de partager leurs données et d'utiliser tous les services. Et donc, en fait, c'est ça qui est super compliqué, parce qu'on va en même temps financer tous ces services en leur donnant nos données parce que c'est utile, et derrière, dès qu'il y a des blocages, il y a des levées de boucliers. Donc le volet, en tout cas européen, alors la France a été précurseur sur ces sujets de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée au sens large, et clairement, ça progresse. Ça progresse doucement. On voit maintenant que les données sont de plus en plus hébergées en Europe. C'est une exigence de beaucoup d'entreprises que de voir leurs données aussi stockées sur le sol européen. L'Europe s'en mobilise. Donc je ne serais pas aussi négatif, mais je suis d'accord, il y a eu des abus, il y en aura encore, et il faut qu'on arrive à réglementer pour que ces abus cessent et que les amendes tombent, ce qui est le cas ces temps-ci. Dernier point, c'est Pegasus. Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée, vous avez entendu parler de Pegasus. C'est un logiciel, finalement, d'attaque qui a été développé par une société qui, effectivement, navigue en eau trouble, qui est un logiciel d'attaque spécialisé dans l'espionnage, plutôt de haut vol, et qui permet, en envoyant juste un message sur nos téléphones, de prendre le contrôle du téléphone. Et finalement, c'est ce qu'on a appelé l'espionnage as a service, c'est-à-dire c'est de l'espionnage comme un service qu'on peut acheter, et des actions d'espionnage qui étaient accessibles uniquement à des États, très encadrés réglementairement pour certains, en tout cas des États qui avaient les moyens d'agir dans le cyberespace, grâce à ce type de sociétés qui vendent ce type de services, souvent en étant peu regardants sur qui l'achète, pour quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, d'autres États ou d'autres groupes malveillants pouvaient s'en emparer, et c'est donc de l'espionnage de haut niveau accessible au plus grand nombre. Ça, c'est un vrai souci. Il y a clairement, d'ailleurs, il y a tout un chapitre du livre qui traite de ce sujet-là, sur l'équilibre entre être chercheur de failles, trouver des failles, et derrière en tirer un profit, et un profit qui peut être extrêmement négatif. Et donc, à nouveau, on a des problématiques de réglementation. Les accords de Wassenaar, aujourd'hui, dans le domaine plutôt militaire, encadrent l'usage des vulnérabilités informatiques comme des biens à double usage dans un domaine militaire et civil. Mais on a vu ce développement, effectivement, de tout un écosystème de sociétés grises qui trouvent des failles, qui les revendent au plus offrant, voire qui les revendent sous forme de services et qui permettent des piratages de haut niveau. Si on regarde maintenant qui est la cible de ça,
tout cas toutes les cibles qui ont été communiquées sur Pegasus, et vous l'avez peut-être vu la semaine dernière sur les attaques qui ont touché aussi un stand d'iPhone, on est sur des cibles qui à chaque fois sont des cibles de très haut niveau d'intérêt géopolitique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des avocats, c'est des diplomates, c'est des membres de gouvernement avec des secrets haut placés, c'est des gens qui agissent aussi pour les libertés civiles, c'est des dissidents. Voilà. Et donc, on n'a encore pas vu d'attaque, en tout cas de ce niveau de technicité-là, c'est-à-dire je touche à rien et d'un seul coup mon téléphone est sur écoute, dirigé de masse vers des particuliers. Donc ça doit rester une vraie inquiétude pour des personnes qui sont ciblées potentiellement par des gouvernements, et gouvernements qui peuvent être malveillants par moment. Et il y a quand même des solutions. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Apple, pour les iPhones, a sorti un mode spécifique qui s'appelle Lockdown, qui est un mode qui verrouille, alors qui enlève plein de fonctionnalités dans le téléphone, mais qui le durcit énormément et qui permet aux personnes qui sont la cible de ce type d'outils et de gouvernement de réduire le risque. Donc, c'est jamais du 100%, hein, celui qui vous dit qu'il y a 100% de sécurité, non, mais ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, ça diminue énormément le risque. Voilà. Oui ? Merci tout d'abord pour cette introduction à la cybersécurité. Maintenant, ça donne le sentiment par rapport à tout ce qu'on voit, et notamment dans le grand public, qu'on est toujours dans un mode réactif versus proactif. La dernière chose, pour illustrer mon propos, c'est il semblerait que maintenant, lorsqu'on fait des locations d'appartements, on se retrouve avec des prises USB qui sont piratées, enfin qui sont trafiquées, et lorsqu'on branche son téléphone ou une interface, on se retrouve en fait avec un virus qui va ensuite corrompre soit son téléphone, soit le terminal qu'on a branché. Donc à l'instar de ce qui se passe dans le monde de la supervision, où on arrive à passer d'un monde, d'une approche réactive à une approche proactive, notamment par rapport aux jumeaux numériques, est-ce qu'il y a un espoir dans le cyberespace qu'on arrive effectivement à ce genre de proactivité pour éviter effectivement que le grand public soit toujours vulnérable à l'intelligence des cybercriminels? Alors oui, il y a de l'espoir. Moi, je suis fondamentalement optimiste, même si ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur. Ça progresse. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que la cybercriminalité, ça ne s'arrêtera jamais. La criminalité, ça ne s'est jamais arrêté. Des braquages de banques, il y en a. Des vols de sacs à main dans le métro, il y en a. Il y en aura toujours. L'enjeu, c'est d'arriver à faire quelque chose qui reste, finalement, en termes d'impact, à la fois socialement et économiquement acceptable. Donc c'est pour ça qu'il y a encore besoin de beaucoup de renforcements. Des renforcements réglementaires sur la sécurité par défaut de tout ce qu'on achète, pour pas que ce soit trop facile, du renforcement sur le volet judiciaire, sur le volet police, gendarmerie, pour pouvoir aller chercher les cybercriminels. Ça c'est sûr, il y a encore beaucoup à faire. Mais on va quand même dans la bonne direction. Après, pour revenir sur vos points plus particuliers, sur les locations de vacances, le vrai risque, c'est plutôt aujourd'hui la fausse location de vacances. On va vous demander plein de données, on va vous demander de payer, et derrière, il n'y a pas l'appartement en question. Voilà, ça c'est un très classique. Je vous donne une petite astuce. Vous prenez la photo de l'annonce, puis ensuite vous allez dans Google, vous allez vous citer sur les images, et vous dites chercher la même image que celle que vous venez d'enregistrer sur votre ordinateur. Et là, vous allez voir, d'un seul coup, soit il n'y en a qu'une d'annonce, soit d'un seul coup, vous allez avoir 10, 15, 20, 30 annonces pour des appartements dans des lieux différents, avec des propriétaires différents, etc. Ça, c'est un bon moyen, c'est pas infaillible, mais c'est quand même un bon moyen pour vérifier qu'on n'est pas face à une fausse annonce. Quant au chargeur USB piégé, c'est une possibilité, ça a déjà été observé, c'est techniquement possible. À nouveau, nos téléphones, s'ils sont mis à jour, si c'est des téléphones récents, c'est quand même très difficile de vraiment les pirater, parce que quand vous allez brancher sur le chargeur, il va y avoir une petite fenêtre qui va arriver qui dit est-ce que vous autorisez l'accès à votre téléphone? Donc là, à ce moment-là, il faut cliquer sur non. Si vous cliquez sur oui, il peut y avoir un problème de fuite de données. Voilà. Ce scénario-là, il est quand même à nouveau peu probable. Mais il y a un moyen très très simple de s'en protéger, c'est juste d'utiliser un chargeur, quel vôtre.
si jamais vous craignez ça. Il y a eu des cas dans des halls d'aéroports, par exemple, aussi. Voilà. Et puis sinon, vous avez des petits préservatifs USB, si vous voulez. Ce n'est pas encore gratuit dans les pharmacies, mais peut-être un jour, mais que vous intercalez en fait entre votre câble USB et la prise du chargeur, et qui va ne va laisser passer que les fils qui concernent le chargement et pas ceux qui permettent d'échanger des données. Voilà, et là vous avez une protection physique, ça se trouve assez facilement en vente. C'est pas cher. Moi, j'ai une question à vous poser, puis une petite expérience personnelle sur les données. Alors, juste l'expérience personnelle, moi, je peux vous répondre. Moi, j'ai investi dans une petite tablette, pas très chère, c'est 4 pleins d'essence, hein, et une tablette sécurisée sur laquelle je ne regarde là-dessus que mes comptes bancaires. Que ça, que ça, que ça. Je ne fais pas autre chose que ça. Et pour faire les achats sur Internet, moi, j'ai ouvert un compte nickel, pour ne pas le citer, sur lequel, quand vous n'avez pas d'argent, de toute façon, on ne peut pas vous en prendre plus que ce que vous avez sur votre compte. Donc, tous mes achats sur Internet, je le fais sur ce style de carte. Comme ça, je suis tranquille. Je sais que ma carte bleue, elle me sert uniquement pour Air France, pour éviter de payer une assurance voyage. C'est tout. C'est la seule fois que je l'utilise. Donc, voilà. Et moi, j'ai une question à vous poser concernant la Oui, oui. Absolument. Non, mais c'est efficace. C'est efficace, ces comptes-là, parce que quand vous n'avez pas d'argent, moi ça m'est arrivé une fois à la station d'essence, il n'y avait pas assez d'argent sur le compte, je n'ai pas pu avoir d'essence. Donc je peux vous dire que les cyber, ils peuvent toujours y aller. Si vous n'avez pas de sous, ils vous prennent pas leur argent. Moi par contre, j'ai une question à vous poser concernant la cybersécurité. Moi j'ai peur du terrorisme. Le terrorisme qui se multiplie ces dernières années, vous avez parlé d'un certain nombre de choses, en particulier ce qui se passait avec l'Iran et autre chose. Moi, j'ai toujours peur qu'à force, parce qu'il y a quand même beaucoup de cyberattaquants, on puisse accéder, malgré toutes les protections possibles, aux centrales nucléaires ou aux bombes atomiques, vous savez, qui sont stockées, pas que par la France, mais par d'autres pays, même des pays moins bien protégés que nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse à nous donner, enfin, je suppose qu'elle va être générique, mais voilà. Moi, j'ai très peur de ça. Alors, le cyberterrorisme, c'est une crainte réelle qui est dans pas mal de stratégies des États. À date, les groupes terroristes ont une très forte utilisation du numérique, mais plutôt dans une logique de propagande, de passage de leurs messages et de recrutement. C'est là où on les a vus très actifs. Et, étrangement, mais Dieu sait que je ne m'en plains pas, on les a vus peu agir sur des logiques d'attaque cyber. Après, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, j'ai pas envie non plus de leur donner des idées, mais voilà, ce risque-là, en tout cas, a été anticipé par les États. Depuis 2014 en France, on a une loi spécifique, qui était d'ailleurs un des chapitres de la précédente loi de programmation militaire, qui vise à sécuriser les infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, c'est 12 secteurs d'activité, à peu près 200 entreprises et organisations en France, qui font ce qui fait que le pays fonctionne. Donc fournir l'électricité, y compris avec les centrales nucléaires, fournir l'eau, fournir le gaz, fournir les transports, avoir de l'argent liquide dans les distributeurs, avoir de la police, voilà, donc tout ce qui fait finalement l'ossature du pays. Et si jamais à un moment il y avait un incident là-dessus, on aurait un effet très grave sur la population. Donc là-dessus, il y a eu tout un travail qui a consisté à cartographier ces acteurs, à identifier chez ces acteurs quels sont les ordinateurs, les serveurs qui sont vraiment les plus dangereux, si jamais des cybercriminels, terroristes ou attaquants en prenaient le contrôle, et à exiger un niveau de sécurité qui est élevé. Donc à nouveau, on ne pourra jamais dire qu'il y a 100% de cybersécurité, mais en tout cas cette menace-là, elle a été anticipée, et aujourd'hui on n'est plus, alors ça a pris du temps, hein, on est en 2024, ça va faire 2023, ça va faire 9 ans que la loi a été votée, mais les travaux sont quasiment finis pour la plupart, et ça a permis vraiment d'augmenter le niveau de sécurité de ces infrastructures-là. Maintenant, ça c'est pour la France. Il y a des démarches similaires dans la plupart des pays d'Europe, et d'ailleurs l'Europe a une nouvelle directive qui s'appelle NIS V2, je vous passe les acronymes, mais qui vise aussi à faire ça de manière plus homogène à l'échelle de l'Europe. Les États-Unis sont aussi mobilisés là-dessus. Donc le risque n'est pas inexistant, mais en tout cas, il a été bien pris en compte. Et après, si vous aimez bien le cinéma, si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler, une anecdote, je vous conseille le film Die Hard 4 avec Bruce Willis,
les 20 premières minutes du film, l'introduction du film, c'est justement un scénario d'attaque cyber majeure sur les infrastructures du pays. Et là, on voit du pipeline qui explose, du gaz qui part de partout, tous les comptes en banque vidés, etc. Et ça a été, en tout cas, moi, une des astuces que j'utilisais à l'époque pour aller sensibiliser dans les grandes entreprises, en disant, bah, voilà, vous avez vu le film, et à l'époque, il était très dans les salles et puis très, très vu. Bah, c'est ça qui peut se passer si on ne fait rien. Voilà. Et donc, maintenant, on a quand même fait des choses sur ces sujets-là. Alors, sur le cyberespionnage des fleurons économiques, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà, nous on analyse côté Wavestone le niveau de maturité des grandes entreprises françaises, on en a une base de données avec plus de 100. Aujourd'hui, le niveau de maturité en cybersécurité est à 49% par rapport aux référentiels internationaux. Donc on n'est quand même pas, c'est pas ça. Hein. Il y a un sous-investissement depuis 10-15 ans, et donc les entreprises le rattrapent petit à petit. Ça progresse, on a pris 3 points de maturité entre l'année d'avant et l'année là, on avait pris encore plus de points les années d'avant, mais ça nécessite quand même un changement en profondeur, et malheureusement on manque de bras pour avancer plus vite. Voilà. Donc évidemment la finance s'en tire beaucoup mieux que les autres secteurs. Ensuite on a l'énergie en termes de niveau de sécurité, après on va retrouver l'industrie, et on finit par le monde des services et le public. Plus on diminue la marge finalement d'une entreprise de ses revenus, moins ils ont d'argent pour mettre dans la cybersécurité, et plus il y a d'attaques et plus il y a de dégâts. Donc ça c'est le niveau moyen de sécurité. Si on regarde le niveau de menace, aujourd'hui effectivement j'ai parlé des cyberattaques type ransomware qui sont partout, mais il faut quand même voir qu'il y a beaucoup d'espionnage industriel. L'année dernière, les autorités françaises, en particulier notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a sorti un rapport. Ils ont été amenés à se mobiliser sur 14 affaires de cyberespionnage, dont 9 qu'ils ont attribuées. En tout cas, la méthode technique qui a été utilisée est liée à des groupes potentiellement liés à la Chine. J'ai mis beaucoup de conditionnels parce qu'il faut toujours rester précautionneux, mais je pense que vous pouvez faire le raccourci. Et donc oui, il y a de l'espionnage économique aujourd'hui, c'est discret, ça finit très rarement dans la presse, et ça fait mal aux entreprises, en particulier européennes, et ça c'est aussi un axe sur lequel, par rapport où on parlait des infrastructures critiques, tout explose, etc., là je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements de fait. Maintenant sur la protection du patrimoine informationnel et l'intelligence économique, là on est moins bon. Là on est moins bon, parce que la menace elle est moins réelle. Je peux vous citer une anecdote. Un jour, j'entre dans le bureau d'un patron d'un groupe industriel du CAC 40. On intervenait depuis plusieurs jours sur on avait trouvé un truc bizarre sur un ordinateur, on creuse, etc. Et là, on voit qu'en fait, il s'était fait vraiment siphonner énormément de données. Et donc, on va voir le patron de ce groupe. On lui dit, voilà, une vraie affaire d'espionnage chez vous. Il dit, bah, je ne comprends pas, tout marche bien, tous les ordinateurs marchent bien. Voilà. Et en fait, pourquoi ? Parce que finalement, il n'avait pas réalisé, pour lui, s'il y a une attaque informatique, ça ne marche plus. Et en fait, non. Les groupes d'attaquants qui font l'intelligence économique, ils vont surtout tout faire pour que le système marche bien. Et ils vont passer énormément de temps à faire ça. Sur une autre affaire où j'étais amené à intervenir, on a trouvé un attaquant qui avait réussi justement à rentrer dans les systèmes bancaires de l'entreprise et à se brancher sur les terminaux de paiement. Et donc, dès qu'on tapait le numéro de carte bancaire et le code secret, il s'était branché dessus et il récupérait tous les flux. Et quand on a trouvé ça, le premier réflexe à nouveau du patron de l'entreprise, c'est de dire « Oh là, il y a une complicité interne. C'est impossible que quelqu'un puisse comprendre aussi bien comment marche notre système et nous siphonne toutes nos données comme ça, les données de paiement en plus, vous imaginez, etc. » Je dis « Attention, prenons le temps. » Donc on a analysé, on a pris quelques jours, et en fait, on a trouvé un endroit où le cybercriminel s'était installé dans le réseau de l'entreprise, et pendant 3 mois, il avait copié toutes les données de formation interne. Il avait lu les documents techniques de l'entreprise, il avait été jusqu'à comprendre comment fonctionnait le système pour se brancher dedans et pouvoir extraire les données sans que ça se voie. Donc on voit des attaquants qui justement prennent le temps et ont un haut niveau technique et qu'on a bien du mal des fois à débusquer. Alors une démarche européenne, clairement, qui s'est réveillée vraiment maintenant il y a 3-4 ans. Il y avait un mouvement qui était lancé. On a eu une démarche européenne d'abord sur la protection des données à caractère personnel. Voilà. Et
le fameux GDPR que vous avez vu. Il y avait eu un autre règlement à partir de 2004. Le sujet de la protection des infrastructures critiques, donc éviter les explosions, etc., il y a déjà une directive en 2008 ou 2010 qui avait entamé non, plus tard, 2016, enfin la directive NIS V1. Voilà. Et là, on voit un mouvement qui, pour moi, est le plus salutaire pour nous tous qui sommes là dans la salle et dans le pays, c'est cette sécurité par défaut du numérique. Et ça, c'est vraiment avec l'arrivée de Thierry Breton, qui venait quand même d'Atos avant, donc des métiers du numérique, qui a une compréhension très très fine de ces sujets cyber et qui les pousse finalement au bon niveau. Et à l'heure actuelle, en Europe, on est quand même parmi les pays leaders sur la réglementation cyber au sens large. Donc voilà, il y a une vraie mobilisation européenne aujourd'hui, avec des choses aussi. Vous savez, quand il y a une grande catastrophe naturelle, on voit par exemple, je sais pas, il y a une grande tempête, c'est les électriciens, si c'est dans les Pyrénées, c'est les électriciens portugais, espagnols qui viennent nous aider pour remonter les pylônes, etc. Là, l'Europe est clairement en train de mettre un dispositif d'entraide entre les pays en cas d'attaque cyber, pour que des experts cyber d'un pays puissent venir aider un autre si on était face à une attaque cyber majeure qui détruisait des milliers d'ordinateurs. Donc oui, ça progresse, évidemment toujours trop lentement, évidemment toujours avec des freins politiques, mais bon, gardons le côté positif du fait que ça progresse. Merci beaucoup. On va interrompre parce que je pense qu'on pourrait débattre pendant de longues heures autour de ce sujet-là. Je vois que ça passionne beaucoup de monde, et surtout, vous pouvez encore évidemment échanger avec Jérôme Billois lors de sa séance dédicace qui va avoir lieu autour d'un verre de l'amitié au premier étage, au Salon Élysée. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette passionnante conférence, et on se retrouve en haut. Merci à tous pour votre accueil. Merci.